Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau, et but de Boli. But de Basile Boli sur ce corner. Eh bien, c'est le moment. Putain, il a pas dans l'œil, lui, hein. Salut tout le monde et bienvenue sur Tout Goal dans le podcast À Jamais Marseillais, le podcast 100% OM. Je me présente, JM Nichanian, Marseillais et fou de notre club. Vous m'avez peut-être entendu sur Énergie pendant 8 ans le soir ou aperçu sur C8 avec Valérie Benaïm. Je suis très heureux d'être avec vous pour parler pendant 1 heure de l'Olympique de Marseille. La Team OM, n'hésitez pas à faire tourner ce podcast, à télécharger l'application Tout Goal. Elle est gratuite et dispo sur toutes les plateformes. On compte sur vous pour faire passer le mot. Au programme, dans la première partie du podcast, on va faire le bilan de l'OM après 9 journées de championnat. On en profitera pour faire un focus sur 3 joueurs, Dimitri Payet, Valentin Rongier et Jordan Amavi. À la moitié du podcast, on se remémorera un fait historique de l'OM grâce à une personnalité qui se trouve autour de la table. En deuxième partie, on va parler des prochains matchs de l'OM, notamment de la réception de Strasbourg à l'Orange Vélodrome dimanche soir et du déplacement au Parc des Princes dimanche 27 octobre. On finira par un jeu où je vous demanderai la composition olympienne d'un match légendaire, donc gros programme les copains. Pour m'accompagner et parler de tout ça, j'ai une équipe qui connaît très bien l'OM. Je vous les présente. Alors le premier est un grand supporter de Marseille. C'est le seul qui a une carte de presse autour de cette table, passé par la Provence, actuellement chez France Football. Voici Johan Tabot. Bonjour à tous. Enchanté. Salut Johan, ça va bien? Bah oui, très très bien, un grand plaisir d'être à vos côtés à tous. Hein. Très content d'être avec toi. D'ailleurs Johan, attends, j'entends France Football, je pense Ballon d'Or qui aura lieu en décembre. Tu peux pas truquer le prochain vote, tu mets un bulletin, tu mets à ma vie, ça serait énorme qu'il ait ce Ballon d'Or. Déjà pour la liste des 30, j'ai essayé de mettre Germain, mais bon, on va dire, ça passe pas. C'est un peu moyen quand même. À tes côtés, je vous présente un personnage de la team OM. Alors lui, c'est la Bible. Il connaît tout sur notre club. Obélix est tombé dans la potion magique quand il était petit. Lui, il est tombé dans un tonneau de pastis. Je vous présente Guy Truite. Allez, déjà, ça part fort, tu me fais passer pour un alcoolo. Pour ce que tu es, mon Guy, pour ce que tu es. On va pas se mentir. D'ailleurs, mon Guy, je crois que c'est avec toi qu'on fera, voilà, le fait historique de l'OM, c'est ça? Ouais, alors on reviendra sur un match de Coupe d'Europe au cours de ce podcast, et j'en profite aussi pour saluer certains joueurs dont c'est l'anniversaire cette semaine. Je vous ai dit qu'ils connaissaient tout, hein, voilà. vraiment. Alors en vrac, des légendes de l'OM, à commencer par Didier Deschamps, Habib Beye, Kamel Meriem et aussi Elliot Grandin. Eh ben on leur souhaite à tous un bon anniversaire. Et un petit clin d'œil, on va voir si vous vous souvenez de ce joueur. Il fête ses 55 ans cette semaine. C'est Jean-Christophe Thomas. Et qui fait partie à jamais de la légende olympienne. 93. Et pourquoi? Voilà. Il rentre dans la finale de Munich à 10 minutes de la fin à la place de Rudy Voller. Oh là là, je vous ai dit qu'il connaissait tout. Et qui joue dans le film Les Collègues aussi, très important. Hein. En plus. Et pour compléter ce trio infernal, il vous a fait éclater de rire dans Le Grand Journal ou dans Action Discrète avec notamment son camarade Julien Cazard. C'est gentil. Grâce à son émission Les Oiseaux Migrateurs, Valère Germain est connu jusqu'en Jamaïque. Vous l'aurez reconnu, c'est le seul et l'unique Sébastien Toen. Salut les internautes, c'est un plaisir d'être ici. Est-ce qu'on peut commencer à parler de l'OM? Parce que là on boit des cafés, certains fument des joints, ça suffit vraiment. Seb, on peut le dire, toi t'es l'ultra de l'OM, quoi, tu vois. Gros, abonné Virage Nord, toujours, enfin du moins je gratte des abonnements comme tout le monde, je charbonne. Comme on dit. Mais non, je suis ravi de faire partie de l'équipe. On va effectivement parler de l'OM, des virages et compagnie, mais vas-y mon ami. Attends, en plus à ton palmarès, on peut le dire quand même. Tu as 3187 fumigènes allumés, 296 heures de garde à vue, et 100 000 strepsils le lendemain de match pour retrouver la voie. Absolument. On est d'accord? Oui, absolument, c'est bien. Je crois qu'à 2 chiffres près, t'as c'est bon, ça fait Maintenant, plaisir. je suis retraité, évidemment, j'ai plein d'argent, j'en ai plus rien à foutre. Mais j'aime toujours. C'est fini, là, je suis toujours pas dans les loges, toujours en Virage Nord, toujours à suivre l'OM, et voilà. Eh ben, merci beaucoup d'être avec nous. Tu rigoles, merci à toi. On s'est présenté, passons aux choses sérieuses pour ce premier podcast. On est en trêve internationale, on est à 9 journées de championnat, donc on va se faire un bilan du début de saison. Johan, la caution journalistique, voilà, on veut savoir ce que tu penses de l'OM, s'il te plaît. J'ai vu du bon, du très bon, du très mauvais aussi, mais moi le premier truc que je veux retenir, c'est autour en fait de l'OM, tout ce qui se passe dans ce championnat de France, c'est que la concurrence en fait est en train de se casser la gueule aussi. Donc en fait, c'est une vraie chance pour l'Olympique de Marseille. Mais c'est dingue, ça, on est d'accord. Tu te retrouves en fait dans une première partie de saison qui est pas extraordinaire, mais qui est pas géniale non plus, mais qui est pas mauvaise non plus. T'es pas à l'arrache. T'es à 3 points du podium en fait. Donc c'est quand même quelque chose qui tu signes direct. Hein. T'arrives en début de saison, on te dit à la trêve internationale, t'es à 3 points du podium, tu y vas direct. Je suis d'accord, mais quand même, attends, on a fait 3 victoires, on perd 2 matchs et on fait 4 nuls. Putain.
Ouais, non, mais après t'as eu cette mauvaise passade là, donc avec les 3 nuls et la défaite à Amiens surtout. Mais moi je trouve qu'avec l'absence de Thauvin, donc qui est quand même un des cadres, c'est vraiment un de tes meilleurs joueurs, celui qui marque le plus de buts, qui fait le plus de passes décisives. S'il est pas là, tu le ressens directement dans le jeu. Je trouve qu'avec l'absence de Thauvin et le temps que cette équipe se rôde et un petit peu que Villas-Boas un peu il pose sa patte, bah franchement tu te retrouves à 3 points du podium. Moi je retiens que ça pour l'instant. Et dans le jeu j'ai vu des très belles choses. La deuxième mi-temps à Monaco était très très bonne au niveau qualitatif. Montpellier tu prends un point et tu joues très très bien aussi. Donc au final. Ouais, mais à côté de ça tu fais des matchs contre Dijon, excuse-moi, ou contre Amiens. Ouais, tu passes complètement devant la télé, mais tu as mis de la cassée. Tu passes complètement au travers, bien sûr. Mais c'est un peu l'OM, c'est tout le temps ça. Hein. C'est un peu les montagnes russes. Hein. On connaît. Je sais pas si, on n'a jamais connu des moments où t'es vraiment sûr et certain. Donc toi en gros tu es plutôt satisfait quoi. Moi plutôt satisfait et j'attends de voir ce que ça va donner le retour de Thauvin. Je crois que Seb Lutra est pas du tout d'accord. Oublie ton partenariat avec Puma. Tu peux être objectif. Non, mais là où tu as raison, c'est que moi je pense qu'entre guillemets, c'est ça qui est terrible. C'est pour ça c'est qu'on s'en sort bien entre guillemets, parce qu'on oublie aussi qu'on a perdu quand même un cadre majeur. En gros, on arrive au mois d'août, on a perdu les 2 cadres majeurs de l'OM, Gustavo et Thauvin. Thauvin il est blessé pendant 4 mois parce qu'il s'est fait une entorse contre Vitrolles en amical. Flo, on t'aime, mais s'il te plaît, de te blesse pas en amical. Et Gustavo, on le vend. Donc autant te dire, on sort d'une année très compliquée. On a à peu près les mêmes joueurs qui arrivent. Effectivement, tu m'aurais dit, il y a 3 mois, on va être à 3-4 points du podium, on montre des choses, et finalement, on s'en sort pas trop mal, et Villas-Boas fait oublier Garcia assez facilement, j'aurais signé. Mais on en est là aussi, donc c'est compliqué. Donc soyons optimistes, mais faut pas non plus se laisser faire. C'est à vous, jeune homme. Voilà. Moi, j'ai plus rien à dire. Merci Seb. Ben, je vais entre guillemets un peu rebondir sur ce qu'ont dit Seb et Johan. Moi, ce que j'ai envie de retenir de ces 9 premiers matchs, c'est que globalement, on a retrouvé la notion de plaisir. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a vécu la saison dernière, comme un chemin de croix. Est-ce que vous avez eu des bons souvenirs sur la saison dernière? C'était terrible. C'est la pire année de l'OM. Parce que c'était même pas drôle, parce que des fois on galérait, c'était drôle, mais là c'était horrible. Moi je me souviens au début des années 2000 où j'étais abonné en Virage Sud, on avait une équipe de peintres, mais de temps en temps il y avait quelques éclairs, il y avait de l'ambiance au stade, puis on passait de bons moments. Alors que l'année dernière, moi j'ai galéré mentalement, physiquement, j'étais à bout. Alors que certains matchs qu'on a vu cette année, comme Rennes, Montpellier, oui, j'étais épuisé, mais c'était un bon épuisement. J'étais fier de voir ce que j'ai vu. Donc on va retenir ça, les 3 victoires consécutives, Nice, Saint-Etienne, Monaco. Le match de Monaco était fantastique. Et est-ce que c'est le match référence ce match, les gars? Est-ce que c'est un match référence pour vous ce match? Pas forcément, parce que tu prends 3 buts. Tu en marques 4, mais t'en prends 3. Moi, le match qui va, je pense, beaucoup compter cette année, et j'espère qu'il nous fera pas très mal, c'est Montpellier, parce que Montpellier, c'est la grosse frustration. Tu sors 90 minutes pleines, t'as une quinzaine d'occasions, et tu te retrouves à faire un partout, et puis en plus, t'as le double épisode Payet-Camara, c'est 2 cartons rouges, qui te plombe tes matchs suivants. Mais pour en revenir au bilan, j'aimerais citer, je sais plus si c'est Johan Cruyff ou Gilles Verdez qu'on dit ça, mais une grande équipe de foot, c'est un grand buteur et un grand gardien. Et cette année, notre chance, c'est aussi pour ça qu'on est à 3 points, malgré un effectif très light, c'est qu'on a un grand gardien, le retour d'un grand gardien, Mandanda, qui fait un début de saison vraiment impressionnant. Dingue. Et on a un vrai buteur, c'est pas arrivé depuis 3 ans. Benedetto. Il vaut ce qu'il vaut. 5 buts pour Benedetto, 5 buts. Voilà, 5 buts déjà. C'est pas Cavani, c'est pas tout ça. Et encore, on verra. Mais on a ça. Et je pense que c'est ça aussi qui nous maintient, entre guillemets, à flot. Thauvin, excellent, merci. Non mais en tout cas voilà, on prend quand même aussi beaucoup de buts. 11 buts encaissés, il y a quand même un problème quelque part aussi. Attends, on a quand même Caleta Tsar. Je sais, c'est pour ça que je te dis ça. C'est pas Alvaro Camara, Caleta Tsar qui est sympathique, qui est bon sur corner pour mettre un but ou pour sortir la balle quand c'est contre nous. Après c'est light en défense. Quand c'est un contre un. Le mec qui a vendu Radonjic et Caleta Tsar, je sais pas qui c'est, mais il s'est fait un bon chèque, il s'est fait plaisir quoi. C'est quand même pas une erreur de casting, mais un souci, c'est sûr. Est-ce que vous pensez que quand les équipes, évidemment, elles viennent au Vélodrome, elles font le match de leur vie parce que on a gagné plus à l'extérieur qu'à domicile quand même. Il faut se le dire, en début de saison, on a fait juste une victoire à domicile, à l'Orange Vélodrome. Alors qu'à l'extérieur, on arrive à en avoir 2. C'est pas dingue non plus. T'as plus la peur comme, enfin je crois. Hein, terminé cette époque-là. La peur au contraire, les mecs sentent qu'ils peuvent faire des coups parce que l'équipe était moralement un peu faible depuis 2-3 ans. Et ils savaient très bien que si l'OM était mené 1-0, ils allaient pas faire n'importe quoi. Ils allaient même faire attention, ils voulaient même pas revenir au score. Enfin c'était bizarre. Alors qu'avant il y avait un soulèvement de tribunes, un soulèvement des joueurs et tout. Malheureusement le Vélodrome fait plus trop peur. À part
peut-être comme en Turquie, c'est les 15 premières minutes à Galatasaray, quand t'as un tifo dans les virages de folie, quand c'est le bordel, et tu sais que le premier quart d'heure, il est décisif. Mais si après t'as pas pris de but, finalement, ça va aller. Peut-être qu'on devient le Galatasaray des Bouches-du-Rhône. et ça, pourquoi pas. Pour revenir un peu sur le bilan, là, pendant les 5 dernières années, par exemple, l'année dernière, on était 3e et on avait 16 points. On avait déjà gagné 5 matchs quand même, tu vois. Donc, est-ce que comparé aux autres... L'année dernière avec Garcia? Ouais. Tu pars bien. Oui, c'est vrai. Tu vois, et pareil, il y a 2 ans, pareil, on fait encore 5 victoires. Il y a 3 ans, on fait 3 victoires. En vrai, pour moi, c'est pas le meilleur début de championnat. Non, bien sûr, mais il y a un équilibre qui a retrouvé, en fait. Tu perds aussi, on parlait dans les départs l'année dernière, tu perds Ocampos aussi sur le côté qui aussi niveau offensif, mais aussi niveau défensif était hyper important parce qu'il se replie énormément et qu'il aidait beaucoup à Amavi sur le côté gauche, mais on va reparler de toute façon de Jordan Amavi. Mais t'as le départ d'Ocampos, t'as le départ de Gustavo, t'as des mecs en fait qui sont vraiment genre les plus importants. Et en vrai, est-ce qu'ils ont été réellement remplacés ces types? Non, regarde bien. Si tu regardes bien, non, parce que Gustavo, tu prends Rongier derrière qui ne peut pas jouer forcément en sentinelle. On va en parler aussi juste après de Rongier. On l'a vu contre Amiens. Et Ocampos, il a pas été remplacé. Donc tu te retrouves avec Radonjic à gauche. Voilà. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. On le connaît. Ben si vous voulez, justement, on va commencer à parler on va faire un focus sur 3 joueurs. On va commencer par parler de Dimitri Payet. Vraiment, la question, c'est, excusez-moi l'expression, mais est-ce qu'on est Payetto dépendant? Parce que voilà, ça fait 3 matchs qu'il est pas là, 2 matchs, je crois, qu'il est plus là. Non, 3 parce qu'il reste Strasbourg et il revient contre Paris le 27 octobre. Est-ce qu'on est Payetto dépendant? Parce que depuis qu'il est plus là, ben c'est un peu compliqué, quoi. Johan, je t'écoute. Payet, c'est le patron de cette équipe, c'est le leader technique, c'est celui qui est capable de te créer les occasions, qui vient chercher la balle, qui la remonte, qui est capable de créer des espaces dans des passes. Enfin, genre c'est le patron, donc forcément quand il est pas là, tu le ressens, c'est mou sans lui. Il y a pas de transition de jeu, il y a rien. Est-ce que tu préfères qu'il soit là et qu'il fasse pas un bon match, ou qu'il soit carrément pas là des fois? Mais de toute façon, même quand il est là, enfin, il fait toujours quelque chose d'important dans un match à un moment donné. Il a toujours la passe, il a toujours le ballon en profondeur qui peut créer une occasion. Moi, je trouve que Payet, c'est le leader et que son absence, elle est vraiment préjudiciable, quoi. Ok, Guy, tu avais quelque chose à dire? Justement, absence préjudiciable. Quand tu vois ce qui est produit à Dijon et à Amiens, un Payet, même à 40% de ses possibilités, dans ces matchs-là, il aurait toujours peut-être décroché le petit coup de patte, fait la petite différence, qui t'aurait fait gagner 1-0 sans briller. Mais sans parler des coups de pied arrêtés aussi. Attendez, là, je sais pas ce que c'est un anniversaire, c'est une communion, c'est Noël, c'est une bar mitzvah. Merci, ça. Écoutez, juste pour vous dire, je suis d'accord avec vous, fondamentalement. Il n'empêche, moi, les paillettes me gonflent, que ce soit Dimitri ou Manu, d'ailleurs. Je pense que c'est surcoté, je pense que, malheureusement, on est dépendant de Dimitri. Oui, mais on connaît aussi ce joueur. Déjà, il prend la moitié de la masse salariale en salaire, donc on aurait peut-être pu prendre d'autres jeunes et tout, donc moi, ça me pose problème. Il a 38 ans, ou un peu moins, mais qu'il l'ait fait. Je pense qu'il est pas très collectif. On voit son coup de sang il y a pas longtemps, ça veut bien dire qu'il en a rien à foutre. Contre Montpellier, Quand tu veux avoir un arbitre et tu le traites de ENC, ULE, LOL, MDR, PTDR. Que c'est mignon, il a trop bien dit. Oui, il est mignon, il puis il a l'Instagram, le petit aussi. Non. Quand tu traites d'enculé, voilà. Parce qu'il l'a dit. Mais c'est ce qu'il a dit, je le cite, franchement, d'une, c'est pas bien, de deux, c'est même pas vrai, on sait même pas s'il est vraiment enculé, mais bref, il fait ce qu'il veut de ses soirées, l'arbitre. Bref. Quand tu fais ça, tu sais pertinemment que tu vas prendre 4 ou 5 matchs et que tu pénalises l'équipe. Donc il s'en fout, donc il pense qu'à son cul. Lui aussi. Et je pense sincèrement que malheureusement on est dépendant de lui, mais on sait aussi que quand il joue bien, Payet il fait 3 bons mois, puis après on le voit plus. Eh oui. L'exemple de la campagne européenne. Moi je suis d'accord avec vous, je préférais l'avoir aujourd'hui et il faisait un bon début de saison. Mais je trouve que c'est un des principaux problèmes de l'OM, c'est qu'on est dépendant de ce gars et c'est quand même pas normal pour l'OM. Je trouve. Dans toutes les équipes, tu es toujours dépendant d'un joueur. Oui, mais je préfère être dépendant d'un autre joueur qui peut tenir l'année, qui je pense est sincèrement amoureux de son club, qui prend. Je sais pas, Ouais, mais t'es loin. Je peux pas l'accabler, mais j'ai pas envie de le défendre plus que ça, le Dimitri, même si je crois qu'il a un vrai niveau et que je pense quand même qu'il aime le club, mais bon. Ouais, mais dans ce que tu disais, t'as raison, c'est vrai qu'il a vraiment 3 mois où il surfe, t'as l'impression qu'il est, et après, on le voit plus, il a fait pareil à Lille, il a fait pareil à West Ham, mais oui, mais c'est 3 mois qui peuvent te suffire à prendre des points et à te qualifier en Ligue des Champions. Mais ça marche sur une Coupe du Monde, ça, ou une Coupe d'Europe, c'est 3 mois, c'est bien, c'est de 3 mois. Le truc, c'est que il y a l'Euro cette année, donc peut-être qu'il va se réveiller. C'est souvent ce que reprochent les supporters aussi, c'est Payet, il se dit toujours, il va avoir un événement avec les Bleus, donc je me mets à fond. Et bizarrement, je sais pas si vous avez déjà vu sur son Instagram, il tague toujours l'équipe de France. Cousin, tu es un joueur de l'OM, c'est bon l'équipe de France, tu verras plus tard. Peut-être que c'est quelque part, mais bon, c'est un prétexte. Il a l'OM parce qu'il est sûr d'être titulaire. Ne serait-ce que par rapport au prix qu'il a coûté. Et ça lui permet, il espère avec ça toucher Deschamps et dire je peux encore espérer. Mais à croire franchement. Ah ouais, mais je pense que oui.
Moi, je pense que je dis pas que c'est un salopard, comme tu pensais toi, mais je pense qu'il sait pourquoi il est là et tout. Mais bon, fais-nous rêver, Dimitri. Il est revenu, en plus, quand même, on l'avait lâché, il est revenu. En plus, il adore l'OM, il adore Marseille, parce qu'en fait, il était au concert de Soprano. Soprano l'a fait monter sur scène, tout ça. Il y avait Soprano, le chanteur d'opéra? Exactement, l'autre. Le mec s'appelle Soprano, mais il a pas une voix de soprano. Non, c'est non, quand même génial. c'est ça. Et Alto, c'est un rappeur aussi? C'est son rappeur, c'est son collègue, en fait, c'est pour ça. Mais c'est vrai qu'ils aiment beaucoup le contexte, ils aiment beaucoup la ville, mais à un moment donné, mais attends, mais moi, depuis le début de saison, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Payet, honnêtement? Ah non, depuis le début, je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Dans le jeu. Aussi, humainement, il a mis c'est pas dingue non plus. C'est pas dingue non plus, c'est un péno. Il y a au moins un péno. Je sais pas, alors tu vois une différence quand il est là ou quand il est pas là dans le jeu. Il y a rien, en fait, quand il est pas là. Parce que t'as pas de créateur comme Thauvin est absent. S'il y a pas Payet, effectivement, il y a pas de créateur de jeu, il y a pas de numéro 10, il y a pas donc, oui, forcément, tu le vois, mais. Tu vois, alors, on le critique souvent humainement, il a perdu le brassard, j'ai pas entendu, gueuler sur ça, marronner. Moi, je l'ai vu au rond-point du Prado, il a donné 5 € à SDF. Comme ça, et sa montre. Et c'était pas une Swatch, pour moi. Donc c'est vrai qu'il a beaucoup de cœur. Excuse-moi, j'ai mal parlé de Dimitri Payet. Il a quand même joué 6 matchs. Il a fait 6 matchs pleins, tu vois. Il a pris un jaune et un rouge, évidemment. Il a une moyenne de 3 tirs par match, 77% de passes réussies. Après, voilà, il fait à peu près 40 passes par match. Il est quand même, c'est vrai, c'est le créateur, mais quand il est pas là, ça se ressent, quoi. On est d'accord. Mais on est quand même déçus, ça que je veux dire. C'est que je pense que tous, on est quand même déçus. On a un joueur de cette qualité-là, du moins avec son nom, sa réputation. Ça fait 3-4 ans qu'il est là. Et globalement, bon, tu te dis quoi? Tu te dis super, on l'a eu, ou tu te dis il valait mieux Ludo? Et quand il arrive pas à lever un corner, tu te dis putain, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? C'est ça le problème. Des fois, tu vois des corners, les gars, mais ça c'est tous les joueurs qui n'arrivent pas à lever les corners. J'ai pas osé le dire, mais voilà, football, on est d'accord. Ouais, mais attends, les gars, vous êtes professionnels. Allez-y un peu au corner, quoi. Bref, on va se pencher sur un deuxième joueur. On est d'accord, les gars? Je peux aller aux toilettes d'abord? Si tu veux, vas-y. On fait une pause, les gars. Donc on va se pencher sur la dernière recrue de l'OM. Je veux évidemment parler de Valentin Rongier. Alors le cas Rongier, Johan, c'est un peu une énigme quand même parce que il l'a pas fait jouer directement André Villas-Boas, il ne met pas titulaire. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et moi je pense que déjà humainement, il a tout pour plaire à Marseille, en fait. Ouais. Je sais pas si il est jeune, il y a 24 ans. Le dernier, enfin les minutes qu'il a fait là à Amiens. Ouais. Bon, tu prends l'eau au milieu. Ah, totalement. Tu prends complètement l'eau en le faisant jouer en sentinelle parce que du coup tu joues avec Lopez, t'as pas de joueur genre qui sait se placer forcément au niveau défensif, surtout sur les contre-attaques où tu prends complètement l'eau. Mais Rongier, en fait, moi je trouve qu'il a tout pour plaire parce que c'est un gamin qui met des coups, c'est un gamin qui court dans tous les sens, il a 3 poumons, techniquement il est capable de te faire des belles choses, des transversales, de casser des lignes avec des passes et tout. Rongier, il y a de quoi faire. Après je sais pas si à ce prix-là ça vaudra le coup. On en reparlera. Combien déjà? C'était dans les 13 si je me trompe pas. 13 et 15 millions. Ok. Ah, millions. J'ai compris euros. Ah, effectivement, c'est quand même un délire. Mais il jouait où, le gars? Il joue au Real? Il jouait où, alors? C'est le deuxième de Ligue 1, si tu regardes bien. Maintenant, mais depuis qu'il est parti. Maintenant, Mais chez qui t'as fait 0-0, en début de championnat? Tu rates le penalty, c'est Benedetto qui dégage. Tout à fait. Non, voilà, enfin, c'est un profil qui était intéressant, oui, mais c'était pas forcément ce dont l'OM avait besoin au niveau du mercato, quoi. Ouais, c'est ça le problème. C'est que t'as Gustavo qui part, il a pas forcément un profil de 6, donc tu te retrouves à devoir jouer la saison avec le 4-3-3 de Villas-Boas, tu vas te retrouver avec du coup Strootman en sentinelle, c'est le seul qui est... Et Strootman, une petite parenthèse sur Strootman. Ah, tu m'obliges une petite parenthèse Strootman. Vite fait, on en parlera. On va pas s'entendre avec Seb parce que du coup... Attends, tu l'as vu comme moi. Mais Strootman... Tu l'as vu comme moi. Non. Tu l'as vu comme moi. Tu peux pas dire qu'il y a pas de souci. On est d'accord, tu le sais très bien, on sait très bien qu'il se traîne d'une caravane, tout ce que tu veux. Il a 50 ans, Strootman. Il est sur le terrain, ça fait déjà ta ça fait 2 heures qu'il joue. Mais force est de constater, regarde le match à Amiens. Tu prends complètement l'eau, il y a personne qui sait se placer défensivement. Oui, je préfère qu'il soit là. Il y a personne qui sait couper un angle de passe ou qui sait se replier. C'est le seul qui sait faire ça au milieu de terrain. Oui, alors c'est malheureux, je suis d'accord avec vous les gars, mais il y a que lui qui sait le faire. Tous ces postes-là autour du numéro 6 ou du 6,5 et tout, c'est pas flagrant footballistiquement parlant quand tu regardes un match, ce qu'ils valent ou ce qu'ils apportent. Par exemple, le plus gros cas c'était Dunga au Brésil qui a apporté grave mais qui était pas spectaculaire comme genre il marque pas de but, bref. Je suis d'accord avec toi que c'est très important et Strootman, je pense qu'il fait beaucoup plus de travail qu'il n'y paraît. Il n'empêche, il y a un souci d'ordre physique pour moi. Strootman, il arrive sur le terrain, tu vois qu'il a déjà, par exemple, ça fait 3 heures qu'il cavale, donc il a dû cavaler autour du stade. Virage nord, virage sud, jambon ingané, virage nord, virage sud, je sais pas ce qu'il a foutu. Il arrive sur le terrain, il est cuit déjà. Et un joueur de ce calibre, c'était quand même à l'international, on l'attendait. C'est ça le problème. Tu t'attends à autre chose. C'est juste ça. Voilà, c'est des joueurs et c'est ça le problème de l'OM, c'est que les gros joueurs, tu t'attends à autre chose. Et tu dis, finalement, entre guillemets, ça n'est que ça. Et c'est un peu problématique, même si Strootman, je pense que je préfère l'avoir
à un niveau correct que pas l'avoir du tout. Mais on en est là, putain, c'est triste. Le souci avec Strootman, il est là, c'est que tu l'as payé 25 millions. Mais c'est énorme, mais ouais, c'est ça. Et que tu l'as signé 50 contrats. Un petit mot, Mangui, pour Strootman, et après on reviendra sur Valentin Rongier avec Seb. Non, mais moi, là, assimiler Strootman à une caravane, oui, je suis tout à fait d'accord, quoi. C'est mou. Et encore, il est gentil. Ça a pas de peps, ça ralentit le jeu, donc moi, je suis pour l'instant pas satisfait. Après, c'est vrai que il est aussi peut-être dans des conditions psychologiques compliquées parce qu'on lui fait comprendre depuis. Il est en plein divorce. On lui fait comprendre. Avec son mari, c'est terrible. Il paraît. Moi, j'ai connu ça aussi. Quand tu te sépares de ton mari, c'est vraiment un truc qui est toujours dur à vivre. Hein. T'as beau avoir ton cabanon dans les calanques, c'est compliqué. Donc, on lui fait comprendre depuis la fin de saison dernière qu'on ne veut plus de lui. Ouais. Et tout d'un coup, Gustavo s'en va et on fait de lui le titulaire au poste de numéro 6. Donc, c'est quand même difficile, tu vois, de commencer la saison dans ces conditions-là. Ouais, je comprends. Après, on parlait de Rongier, donc je vais revenir sur Rongier. Ce qui est bien, je pense, et quand on fait un bilan depuis que McCourt a repris l'OM. McCourt, il le dit bien. Aux joueurs que nous avons recrutés, tu as basé ton projet sur essentiellement des trentenaires, des Payet, Rami, Gustavo. T'as recruté, est-ce qu'on peut considérer Radonjic comme un espoir? Mais oui, il avait 21 ans. À la base, oui, bien sûr. Ouais, c'est un espoir, hein, peut-être qu'un jour il sera jouer au foot. Caleta-Tier, pareil. Et là, on va chercher Rongier, qui a 25 ans, qui a déjà une vraie expérience de la Ligue 1 et qui va encore pouvoir progresser sous tes couleurs. Donc voilà, là on a fait, je pense, un bel investissement pour le présent et aussi pour préparer l'avenir. Et pourquoi pas, parce qu'on sait très bien qu'il va pas faire sa carrière à l'Olympique de Marseille. Non, Pourquoi pas, parce qu'on parle toujours de plus-value à la revente. Là, je pense qu'avec Rongier, justement, on a un vrai potentiel à ce niveau-là. C'est vrai, ça serait bien qu'on arrive à faire un peu des coups, on va dire, dans les mercatos. Tu vois, que t'achètes des joueurs pas très chers, que t'arrives à bien les faire progresser, que t'arrives à les vendre. Excuse-moi, mais le spécialiste, c'est Olas, quoi. Tu vois, sur ça. On sait pas faire, nous, ça. Et pourquoi on sait pas faire, les gars? Putain, c'est pas possible. Excusez-moi, je te parle de plus-value, mais je crois que tu dois reverser 50% de la plus-value au FC Nantes. C'est sûr, c'est sûr. Je crois que c'est ça. Enfin, moi, ça, franchement, je trouve bien. Rongier, ouais, mais moi, tant que je récupère pas des sous personnellement, je m'en fous un peu de cette histoire. Mais moi, je vois que vous pensez qu'à vous et à votre compte en banque, mais ça, c'est très, très, très marseillais. Bref. Non, pour Rongier, moi, je suis plutôt optimiste aussi. Ouais. Après, j'ai été un peu déçu et un peu blasé quand j'ai vu les coulisses, tu sais, le Nantes qui voulait pas l'OM qui arrivait pas. Tu dis, oh gros, tu signes à l'OM, tu vas pas signer à Consola, là. Ouais. D'ailleurs, c'est même plus Consola, c'est l'Atlético. Et respect quand même à ce club. Moi, je veux dire, c'était un peu bizarre, les coulisses. Maintenant, oui, effectivement, il nous fallait peut-être un joueur comme ça. Je suis plutôt optimiste, moi, sur le profil du gars. Je pense qu'il est vraiment content d'être à l'OM. Ouais. Et effectivement, il peut nous servir en Coupe de la Ligue. Non, c'est pas ça que je dis. Mais est-ce qu'il fallait un gars comme ça? En fait, au milieu de terrain, c'est quoi l'OM? Le milieu même défensif ou c'est Lopez, c'est Strootman, maintenant c'est lui, c'est Sanson. Il y a déjà 4 mecs. Il y a Chabrol aussi, le gamin qui peut taper la porte un peu. T'as pas grand monde. Ouais, t'as pas grand monde. T'as Camara qui peut jouer sentinelle, mais bon, ça veut dire que tu te déshabilles derrière, quoi. Donc c'est ça le souci, quoi. Donc. Ouais, mais moi c'est toujours pareil. Après, c'est toujours plus sexy un gros buteur ou un attaquant. Ouais, évidemment. Tu vois, voilà, éviter. Mais bon, je suis quand même optimiste. Et pourquoi vous pensez que Villas-Boas, il a pas fait jouer les premiers matchs titulaires? Parce qu'en fait, après c'est pas une raison, mais on en a tellement entendu parler de ce joker de mercato, de ci, de là. Il a mis quand même 3 matchs avant de le mettre titulaire. Sanson, ça marchait plutôt bien une certaine. Ouais, il a fait de bons matchs en début de saison. C'est le roi des contrôles orientés. C'était compliqué de l'enlever. Donc t'avais une équipe qui fonctionnait à peu près quand il est arrivé. Donc il est rentré. C'est quoi le premier match qu'il a fait? C'est à Monaco, c'est ça? Ouais, je crois. Il rentre à Monaco. Donc du coup tu tournais bien à ce moment-là. Donc tu peux pas te permettre de faire sortir un 11 qui fonctionne. Et voilà. Puis là il faut le laisser arriver, le temps qu'il s'acclimate et tout. Donc là, je pense que là maintenant c'est lancé, ça y est. Donc on va le revoir. Après il y a le cas Sanson, quoi. C'est quoi penser de Morgan Sanson? Moi, j'ai un autre cas à vous proposer, les gars. C'est pas pour moi, j'aime bien, mais je suis partagé parce que bon, bref, après c'est le foot, c'est des frais aussi. C'est ce que tu fais en match. Il y a pas de ce que tu pourrais faire, il y a ce que tu fais. Donc tu le fais pas. Sanson, on en parle vite fait. Ouais, vas-y, vite fait. On va enchaîner, mais Sanson, t'as l'impression en fait qu'il peut aller tellement haut que du coup t'es très déçu en fait de ce qu'il te donne, quoi. Tu vois, je sais pas, moi pour moi, ce mec, il a le potentiel de équipe de France, peut-être. Bien sûr. Moi, je trouve qu'il a le potentiel, mais il est agaçant. Il est là, tu te dis putain, vas-y, rentre lui dedans, vas-y. Et il te loupe, il a pas encore cette efficacité devant les cages. Il arrive pas encore à se créer. Il est très inconscient. T'as raison. Il va faire un truc incroyable, après faire une erreur de minot. Voilà, il va y arriver, et puis il s'écroule complètement les 3 matchs d'après, tu le vois plus, il se fait bouffer, enfin
Comme j'ai dit il y a quelques secondes, c'est le roi du contrôle orienté et de la prise de balle. Alors quand il démarre une action, qui récupère un ballon, c'est fabuleux. Et puis au moment de faire la dernière passe ou le dernier tir, le geste final, eh ben ça foire. Ouais. Après, il est pas mal parce que j'aime bien moi ce côté un peu, ça me fait penser à Manuel Valls. C'est les mecs qui avaient un peu les têtes de Playmobil, mais que ça passait quand même humainement. Ça tourne là? Ah pardon. Allez-y, enchaînez. Bon, après cette magnifique phrase, il faut parler du physique des joueurs aussi, c'est important. On vend aussi du physique, on vend de l'image, on vend. Je vais te parler d'un joueur. Je vais vous demander votre avis sur un joueur qui a un physique assez atypique. Donc je sais pas, il a un jeu plutôt atypique. C'est notre Jordan Amavi, quoi. Alors moi j'y croyais à Jordan. C'est pour ça que je ne dirais pas de mal de lui maintenant, parce que moi j'y ai cru pendant longtemps. D'accord. Et je me rappelle qu'il a fait des grands matchs il y a pas si longtemps et que l'an dernier il est pas si mauvais. Ouais. À part en fin de saison comme tout le monde. Mais voilà. Et tu as parlé de son physique, il a quand même fait preuve dernièrement de beaucoup plus de sobriété niveau capillaire. Exactement. Voilà. Coupe très courte, basique. Alors espérons que ça change sur le terrain. Non, mais depuis son passage au Beaumet, il va mieux. C'est pour plus qu'on le remarque, quoi. Tu vois, on le voyait trop, tout ça. Non, vraiment, à ma vie, il est au centre de beaucoup de polémiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Je reviens vers toi, Johan. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce joueur, quoi? Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? En fait, il y a personne dans cet effectif à gauche, donc du coup, t'as pas le choix. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu le fais jouer. Enfin. Mais comment ça, il y a pas d'autre arrière gauche, quoi? Le problème, c'est que tu fais quoi? Donc oui, bah. Donc je crois que ça fait 5 ou 6 mercato qu'Evra est parti. Donc du coup, t'as recruté toujours personne à ce poste à la gauche. Donc il faut faire avec Amavi. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, Sakai à gauche, je sais pas vous, moi ça me convainc pas du tout. Ouais. Parce que il rentre tout le temps sur son pied droit et puis tu te retrouves avec Bounassar à droite, donc c'est très compliqué à 4 défensifs. Moi, l'option que j'aurais, ce serait de passer à 3 derrière. Tu passes à 3 défenseurs centraux. Ouais. Du coup, tu fais monter Amavi un peu d'un cran et Bounassar d'un cran aussi. Et là, en fait, du coup, tu lui enlèves un peu ses obligations défensives. Donc offensivement, il peut se permettre de monter tant qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut. Donc Villas-Boas, si tu nous entends, donc Villas-Boas, si tu nous entends, voilà, il y a quelqu'un qui est en train de te faire 3 derrière, André. Qui te fait une leçon de stratégie. Oh mais gros, s'il t'écoute, il va devenir fou là. Non, il a fait quelques belles percées balle au pied quand il s'engage, qu'il s'envoie, c'est intéressant. Parce qu'il est intéressant au frame du centre aussi, mais voilà, peut-être que le libérer de ses tâches défensives, ça va le libérer aussi d'un poids. Bah alors il faut arrêter de le mettre défenseur si tu veux. D'où l'option de passer à 3 derrière, voilà. À Monaco, tu vois, par exemple, quand il fait la passe décisive à Benedetto, tu sens qu'il sait s'intercaler dans les espaces, qu'il a la vision, qu'il sait faire l'appel au bon moment. Je trouve qu'il lève plus souvent la tête qu'auparavant. Alors je sais pas si au niveau de l'entraînement on l'a forcé un peu à se bouger le cul, tu vois, genre à lever la tête, tout ça. Ouais. Je l'ai trouvé pas mal, moi. Écoutez, franchement, après c'est défensivement que c'est une catastrophe. Les replis, t'as l'impression qu'il est complètement à la ramasse à chaque fois. Il vient pas aider son défenseur central quand il faut rentrer des fois de temps en temps. Je trouve que c'est défensivement qu'il a des lacunes. T'as raison, puis il y a une lecture du jeu qui est compliquée parce qu'un défenseur ça doit anticiper. Aussi bien quand il tient quelqu'un, son attaquant, s'il va aller à droite ou à gauche, il doit sentir le jeu. Là où les joueurs sont professionnels et sont meilleurs qu'un joueur qui joue bien le dimanche en bas de chez lui, c'est quand tu sens le jeu. Quand t'as une lecture du jeu, tu sens qu'Amavi il est complètement paumé. Mais complètement. En c'est plus, ça qui est terrible. Il y a quand même confiance aussi. Voilà, mais c'est un tout sûrement. Cette année, il était paumé. Il était toujours au mauvais endroit. Il faisait toujours la mauvaise relance. Il était même des erreurs que je pense lui hallucine de faire ces erreurs-là, parce qu'il a un autre niveau que celui-là. Mais c'est effectivement un tout. C'est de la confiance, c'est croire en lui. Parce que cette année, t'as quand même pris 2 buts, je crois, au moins, mais qui sont vraiment de ça. Contre Montpellier, tu as un premier but d'Andy Delors où il est signalé hors jeu, ça vient de son côté. Et 2 minutes après, pareil, débordement côté droit, centre et le malheureux Bounassar. Mais la différence, je pense, avec Amavi, c'est que il y a un espoir, entre guillemets. Il faut pas voir tout en noir ni tout en rose, mais il y a un espoir. C'est-à-dire que ce mec-là peut revenir dans le game et tout machin. Oui. Kaleta Tsar, pour moi, c'est plus problématique. Ah ouais. Parce que Kaleta Tsar, pour moi, c'est plus problématique. Je pense que ce mec n'est pas bon. Mais vraiment. Mais je pense qu'il fait ce qu'il peut. Je pense qu'il aime l'OM. Je pense il a marqué des buts. Je pense qu'il nous a fait sauver parfois. Mais je pense qu'il est vraiment pas bon. Alors, là aussi, il y a pas Alvaro, donc il joue. Mais je suis plus intrigué et ça sera plus compliqué un défenseur central qui est pas bon qu'un défenseur latéral sur les côtés qui pose problème comme Amavi. Et pour revenir à Amavi, il y a pas un petit minot là du centre de formation, je sais pas les gars, il faut une solution. Oh, c'est pas possible comme il disait Johan, ça fait 6 mercato. Il y a une nouvelle, il y a 0 doublure, il y a une 0 doublure, mais on a vu un joueur là émerger il y a pas longtemps, comment il s'appelle? Nkunku. Ouais, Nielsen Nkunku. Non, l'autre là. Il y avait Rokia, mais on l'a recruté à Sochaux. Mais non, mais l'autre qui a joué récemment là, tout le monde est content de lui là. Perrin, Lucas Perrin. Lucas Perrin. Bon, lui, c'est le central. C'est plus dans l'axe. Mais je veux dire, peut-être qu'il y a sur le côté gauche quelqu'un. Mais c'est ce que je demande, les gars. Vous voulez pas aller taper au centre de formation comme ça? Oh les gars, on est en galère. Ça sert à ça, putain.
Donc ouais, à ma vie, tu vois, moi le problème c'est qu'il faut aller au centre de formation et demander s'il y a pas un mec, c'est pas possible les gars, faut le remplacer, faut au moins trouver une solution. Oui. Voilà, merci, c'est dit. Non mais honnêtement, je pense que il fait ce qu'il peut, mais je pense qu'il est perdu. Il y avoir autre chose, je sais pas, peut-être un livret A qui fait plus recette, je sais pas, une voiture qu'il arrive pas à vendre à l'Argus, une femme un peu volage, je ne sais pas, mais il y a autre chose. Comme tu disais, au centre de formation, tu as le petit Nielsen Kunku, mais qui commence un peu à faire des apparitions dans le groupe. Mais moi, je suis désolé, si les gamins ils jouent pas, c'est qu'ils ont pas le niveau. Hein. Enfin, pour l'instant, ou que Villas-Boas considère qu'ils ont pas encore leur place dans l'équipe 1. Et ce qui est bien, c'est qu'il est franc, Villas-Boas. Il a déjà dit en conférence de presse, il a dit il est pas prêt et il ne jouera pas. Bien sûr, voilà. Et c'est comme l'année dernière, parce que j'entendais beaucoup de gens dire Roca, faut qu'il joue, Roca, ça donnait quoi au final? Au final, ça fait 2 ans que tu le prêtes. Ça fait 2 ans que tu le prêtes à Sochaux, il a jamais joué. Voilà, donc c'est que si le mec joue pas, c'est qu'il y a pas de mystère, hein, les gars. On le cite beaucoup depuis tout à l'heure, mais on pourrait au moins peut-être pas allumer un fumigène, mais au moins faire une ola pour Villas-Boas. Est-ce que c'est la bonne recrue de l'OM de cette année? Peut-être la meilleure recrue de l'OM, Villas-Boas, depuis un petit moment. Pour l'instant, il y a pas de fausse note. Enfin, globalement, dans sa com, il est bien. Il aime parler foot, contrairement à l'entraîneur lyonnais qui essaie de... Les gars, on en reparlera en fin sur de les podcast. arbitres. Voilà. Okay, non. Lui, il parle jeu. Il a l'air plutôt sympathique, voilà. Et Moi, il me fait penser à René Malville un peu physiquement, tout ça. Même dans la façon de parler. On l'embrasse, René, on rigole. Évidemment. Les gars, j'en profite, c'est la mi-temps du podcast. La première partie est terminée. Alors là, on était déjà détendu, mais on va se détendre encore plus. On va se retourner vers notre ami Guy Truitt qui va nous parler d'un fait historique en rapport avec notre club. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, mon cher Guy? Je vais vous parler de quelque chose qui nous manque tant. La Ligue des Champions. Oh là là. Eh oui, donc nous sommes en octobre 1999, il y a 20 ans, et l'OM attendait justement de retrouver cette Ligue des Champions 6 ans après l'avoir gagnée. Et donc on démarre les phases de poule de cette Ligue des Champions 99-2000 par 2 victoires contre Sturm Graz, 2-0 Vélodrome et à Zagreb. Et puis on doit affronter l'ogre Manchester United, champion d'Europe en titre. Old Trafford, ça se passe plutôt bien, on mène 1-0 à la mi-temps, mais surtout Pierre Issa, c'est le match de Pierre Issa. Et Pierre Issa sort et on perd, excuse-moi Guy, mais tu y étais en plus. Donc j'en parle, mais c'est pour ça que t'as raison d'en parler, c'est un super match. On y reviendra là-dessus. Et donc après voilà, les Mancuniens qui accélèrent en fin de match et qui renversent la situation grâce à Andy Cole et Paul Scholes, mais 2 semaines après, retour au Vélodrome. Le 19 octobre 1999. Voilà. Courbis qui met une équipe assez défensive. On a 2 occasions en première mi-temps. Et puis, à l'heure de jeu, le fabuleux pointard de William Gallas qui a cassé la cage, qui a transpercé Bosnich, et l'OM gagne 1-0 et crée un exploit. Alors vous allez me dire, c'est qu'un match de poule, hein, comme les Parisiens. Ouais, on a battu les plus grands d'Europe en poule. Voilà, c'est un exploit parce que Manchester n'avait plus perdu en Ligue des Champions depuis décembre 97, donc quasiment 2 ans sans défaite. Et c'était le Manchester, le grand Manchester avec David Beckham, qui avait eu déployé dans le virage sud une banderole qui aurait fait beaucoup scandale aujourd'hui. Banderole rouge avec son numéro 7 écrit et au-dessus l'inscription Spice Gay, parce qu'à l'époque il sortait, il est toujours avec Victoria Beckham. Mais je pense que si tu peux plus le faire ça. Voilà, tu peux plus Maraciné à nous et Spice Gay et Marlène Schiappa avait vu ça, ils nous auraient interdit de Ligue des Champions et de Ligue 1. Donc Spice Gay, ouais. Et non pas Spice Girl. Non. D'où sa femme. Spice Gay, lui. Le jeu de mots. Homo épicé. D'accord. De mieux en mieux. Mais traduisez, parce que moi, mon grand-père, il écoute, il capte rien, il a la bédoule. C'est lui qui l'avait fait la banderole, tu vois pas. Les gars, j'en profite. Merci beaucoup, Guy, pour ce petit rappel. Il y en aura d'autres. Pour tout vous dire, ça a été mon premier match au stade Vélodrome, les gars. Je vous promets que c'est vrai, j'avais 13 ans. Donc voilà, j'avais envie de vous demander un peu quels étaient vos premiers stades. Seb, est-ce que on s'en rappelle tous? Moi, j'en ai parlé avec des potes et je sais pas, on se rappelait tous de notre premier stade. Est-ce que tu peux, on va se faire un petit tour de table. C'était quoi ton premier stade? Moi, c'était à Marseille, je crois que c'est 87-88, OM Laval, de mémoire. Et puis après, il y a eu quelques stades mythiques. J'ai pas mal connu, moi. J'ai beaucoup été voir l'OM en D2. Déplacement? Ouais, déplacement, beaucoup. Parce que j'étais venu habiter après à Paris, enfin bref. Et donc, j'ai fait Louan-Cuiseaux, j'ai fait Beauvais, j'ai fait Amiens, j'ai fait Mulhouse.
Mulhouse et j'étais à VAOM en 93 et je n'ai rien vu de spécial. Pas plus que d'habitude ou pas plus que ce qui se passe au parc de temps en temps, puisque maintenant voilà, même Mbappé marche sur les autres joueurs et là c'est pareil, j'ai vu voilà Boxic marcher sur les autres joueurs. Mais bon, ouais, j'étais à VAOM. Mais sinon les stades mythiques c'était évidemment en D2 parce que c'est des stades qui n'existeront plus de toute façon. C'est stade de football vrai quoi. Avec il y avait même pas de tribune derrière les buts. Je crois que c'était Amiens notamment. Mulhouse c'était Roots au possible, il y avait plein de trucs comme ça mais voilà. Et puis l'OM, le Vélodrome avant, le toit avant évidemment avec le grand virage sud. Johan, ton premier match au stade Vélodrome à l'Orange Vélodrome. Il parlait de la D2, moi c'était en D2 ouais, donc c'était l'ancien Vélodrome donc avant la rénovation pour la Coupe du monde 98, c'était un OM Nancy. Ouais. Il y a 2-0 pour l'OM, je crois qu'il y a Cascarino qui marque Tony Gaulle. Et je me souviens surtout par contre de cette saison-là, j'étais allé voir le dernier match de la saison contre Sochaux. L'avant-dernier, le match de la montée. La montée, le 4-1. Ah, super. Le 4-1 avec mon père qui était, j'ai jamais vu autant ému que ça, parce que du coup, alors, tu sais que tu remontes en D1 et c'était une émotion. Mais c'était un des meilleurs souvenirs, moi, récents de l'OM. Moi, j'avais 7 ans, je m'en souviens, il y avait une ambiance, mais incroyable, quoi. Et je me souviens d'entendre, pour la première fois, donc, les premières insultes quand tu vas dans un stade, tu vois. Donc, il y avait 4-0 pour l'OM et Sochaux marque le but du 4-1 et t'as tout le stade qui fait, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Tu montais, il y avait une émotion qui était incroyable. On avait tellement souffert depuis des années, là, t'as l'impression qu'on revenait, on pouvait remonter en Ligue 1 parce que pendant quand même 2 ans on est resté alors que on te prive de la première montée. On aurait pu monter la première année. Alors que t'es champion. Merci Noël Le Gratte. Voilà. Mais donc ouais, c'est vrai que c'était sincère et puis c'est Marcel Dib, c'est tout ça. Moi je revois Marcel qui jette dans le virage, après tout le monde envahit le terrain et c'était beau. Et ça reviendra, ça va, mais c'est vrai que c'était pas. Et je me tourne vers toi mon Guy. Et Sochaux, je rajouterais, il y avait une ambiance de fou et seulement 28 000 personnes. Parce que le Vélodrome était en travaux en vue de la Coupe du Monde, était amputé de la tribune Jean-Bouin. Il connaît tout ce Guy. C'est dingue. Et toi, ton premier stade alors, mon Guy? Ah, moi, c'est très mauvais souvenir. Très douloureux. Aïe, dis-nous tout. Oui. C'était en mai 88. Ouais. Et le PSG est venu s'imposer au Vélodrome 2-1. Chat noir. Et ouais, c'est vrai qu'il est surtout à cette époque-là, c'était rare. Alors, mon premier match, et c'était le dernier match de la carrière d'Alain Giresse, qui est buteur ce soir-là pour l'OM. Et il faut savoir qu'après cette défaite face au Paris Saint-Germain, on est resté 15 ans invaincus face à eux chez nous. Jusqu'au festival de Ronaldinho, je pense que malheureusement on s'en souvient tous. Qui avait, moi j'avais été subjugué par ce mec-là ce soir-là. Et d'ailleurs il était cool parce qu'il jouait très très bien que contre nous. Il aurait dû ils auraient quand même dû gagner le trophée. 2 matchs cette saison-là. Quand t'as un joueur pareil, tu vas gagner des trophées de dingue et en fait il se passe pas grand-chose, mais par contre il nous pine. Mais bien. Les gars, ravi d'avoir écouté vos premières expériences au stade, franchement. On va passer maintenant à ce qui attend. Au dépucelage. Moi c'était à 17 ans. À ce qui attend. 17e. Vas-y. On connaît en plus évidemment. Non voilà, on va voir la suite, ce qui attend l'OM. Voilà, on est 8e, on a 13 points, on reçoit Strasbourg à l'Orange Vélodrome dimanche soir. Victoire obligatoire les gars, j'ai envie de dire. Impérative. C'est-à-dire que là pour le coup, si tu gagnes pas, il y a un début de crise parce que ça veut donc dire que plus ça va, moins ça va, et que t'es pas foutu de gagner chez toi contre Strasbourg qui est un concurrent faussement direct parce qu'ils vont faire quand même peut-être une saison intéressante, mais t'es logiquement au-dessus par ton effectif, par ton ambition et tout. Donc victoire impérative. N'importe comment, but de la main, but du Vier, je m'en fous. Non mais c'est vrai, tu vois, il faut gagner. Il faut montrer aussi je pense que Villas-Boas, il a un truc à jouer, à se réconcilier quand même, sortir de cette spirale de match nul, de défaite un peu nul. Parce que même les matchs nuls n'étaient pas très bien, quand même, à part Montpellier qui était pas mal. De convaincre à nouveau les supporters qu'il y a un fond de jeu et qu'on a quelque chose à revendre et qu'on attend au 20 début décembre pour créer encore quelque chose, mais que la saison peut être belle. Du moins un petit peu heureuse. Ok. Guy, est-ce que tu as un petit récap des matchs, des différentes confrontations entre l'OM et Strasbourg, s'il te plaît? Il faut savoir que Strasbourg, donc des remontées en Ligue 1 qu'il y a 3 ans. Pour l'instant, au Vélodrome, c'est 2 victoires. Donc 2-0 en 2018 et 3-2 la saison dernière. Dernière victoire des Strasbourgeois au Vélodrome. 1823. C'était, en Bundesliga d'ailleurs. C'était en 97 lors de la saison 96-97. Et qui avait marqué ce jour-là? C'est un mec. Marc Keller. C'est un mec qui est resté dans l'histoire du mercato olympien. Oh là. Alors l'histoire du mercato. Une histoire de fax. Voilà, j'en ai peut-être trop dit. Une histoire de fax. Donc à l'époque des fax. Donc mi-90. Ils ont envoyé un fax, c'est pas? Oui. Vas-y. Vous l'avez pas? Non. Eh bien, c'est Pascal Nouma
qui était arrivé en joker lors de la saison 2001-2002 lors du mercato d'été, parce que le fax confirmant la signature était arrivé, je crois, à minuit 1 ou minuit 2, donc au-delà du 31 août minuit, donc ce qui fait que il était comptabilisé en tant que joker, que donc tu n'aurais pas pu recruter de joker d'ailleurs, comme on a vécu ça donc récemment avec Valentin Rongier. Il y a que dans ce podcast à jamais Marseillais que vous apprenez ce genre de choses, donc n'hésitez pas à faire tourner ce podcast, on compte sur vous. Merci. Voilà. Et puis aussi le plus beau, c'était 2008 quand on gagne 4-3 lors du dernier match au Vélodrome, et que c'est un doublé de Michael Pagis avec Rennes qui nous envoie en Ligue des Champions. Absolument. Et qui sort Nancy du podium. On aurait pu faire une Ligue des Champions. Quel joueur Pagis. Pour moi, il y a du Denis Bergkamp en Michael Pagis. Du Michel Denis Bergkamp. une classe folle. Les gars, quand même, il faut savoir que Strasbourg n'a pas marqué à l'extérieur depuis 4 matchs et ils sont sur 3 défaites consécutives. Johan, franchement, t'es obligé. C'est 3 points obligatoires. Il y a pas photo. Donc Strasbourg est vraiment genre au fond du trou en ce moment. Même dans le jeu, ça joue pas offensivement. Il y a rien, franchement. Et en plus, ils ont perdu leur petite patte l'année dernière, leur espèce de rage que Loré leur avait insufflé. Ce qui aurait pu les sauver, c'est peut-être s'ils jouent à la maison parce qu'il y a un gros public à la maison, tout ça. Mais là, t'es chez nous, t'es obligé à l'orage. Oui, mais surtout voilà. Aucune excuse. Donc Strasbourg est au fond du trou. T'as une obligation de gagner puisque tu restes sur 4 matchs sans victoire. Et surtout, tu as un calendrier derrière qui est catastrophique. J'allais y venir. Le triptyque. Donc derrière, après Strasbourg, tu vas au parc. Mais on va gagner au parc. On gagne toujours au parc. Tu vas à Monaco en Coupe de la Ligue. Tu reçois Lille. Et tu reçois Lyon. C'est bouillant. Là, c'est un calendrier qui est violent. Et donc, si tu gagnes pas contre Strasbourg avant d'entamer ce marathon-là, t'es obligé. tu te mets déjà des bâtons dans les roues avant de commencer déjà le mois qui va être hyper chaud, quoi. Et sachant qu'il n'y aura pas d'ultra marseillais, pas de supporters de l'OM au Parc des Princes officiel. Malheureusement, comme d'habitude, c'est devenu une habitude, malheureusement. Ils étaient là il y a 2 ans. C'est dommage pour tout le monde. Et si on arrive à prendre assez de points, les gars, est-ce que vous pensez que, sur la fin du championnat, on peut viser le podium, on doit viser le podium? C'est quoi vos attentes niveau classement pour vous, Johan? Pour moi, c'est le podium, oui. Faut arrêter. C'est pas la Ligue Europa qui intéresse Marseille. C'est pas autre chose que la Ligue des Champions qui intéresse l'OM et les supporters de l'OM. Est-ce que tu penses qu'avec cet effectif 2014, la dernière fois que tu fais la Ligue des Champions, 2013-2014, tu te rends compte quand même? C'est catastrophique pour l'OM. Les 0 points. Et puis en plus, tu sors, t'es pas obligé de le rappeler, Guillaume, mais... on le sait, ça va, 0 points. L'important, c'est de participer. Ça reste un jeu. Mais non, c'est pas un jeu, c'est que du foot. Non, mais t'as pas le choix, c'est la Ligue des Champions, il y a pas photo. Enfin, je suis désolé. À Lyon, c'est le bordel. On va voir avec Garcia ce que ça va donner. Saint-Etienne, ça va pas non plus. On va en parler juste après. Je ne pense qu'à ça depuis. On va en parler juste après. Autant Rudy Voller, il revient quand il veut, c'est la famille et tout. Autant Rudy Garcia, je peux te dire que ça va chauffer pour son cul et je l'embrasse son cul aussi. Mais non, mais pour les 3-4 matchs à venir, Seb, comment tu les vois toi, le gros match là? Moi, je suis un peu inquiet. Donc, j'espère bien qu'on va gagner contre Strasbourg. Après, le truc qui est vrai, c'est vrai, effectivement. C'est un peu une palissade, mais dire finir dans les 3 premiers, il faut finir dans les 3 premiers, il faut le podium. Pourquoi? Parce que tu crées aussi une dynamique. Tu récupères de l'argent, forcément les joueurs qui vont venir. Tu reviens, tu vois, en termes d'image, sur le plan européen, tu redeviens crédible. Si on n'a pas les 3 premières places, c'est compliqué. Et même cette année, ça va être compliqué si on les a pas. Évidemment. C'est sûr. Donc il y a pas, personne te dira je préfère être 4e que 3e. Mais là, pour l'OM, c'est vraiment obligatoire. Cette année, je pense, de finir dans les 3 premiers. Mais bon, tout est possible. Puis moi, il y a pas d'argent. On sait très bien que c'est un peu compliqué au niveau financier, mais je suis quand même curieux de savoir ce que ça donnerait un mercato, un vrai mercato sous McCourt avec la Ligue des Champions. Mais qu'est-ce qu'il attend McCourt? Il nous écoute ou pas? La Ligue des Champions. Il paraît qu'il est abonné au podcast. non, mais McCourt, moi je crois en lui, je pense qu'il est venu, c'est pas qu'un investisseur, il veut faire quelque chose avec l'OM, et même si c'est qu'un investisseur, il veut revendre l'OM dans 3, 4, 5 ans, quand ça aura une certaine valeur. Là aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup de valeur, l'OM. D'accord. Tu seras toujours un repreneur, c'est un club populaire, peut-être le club le plus populaire quand même encore en France, qui a des supporters de partout, qui génère des choses improbables alors que justement on joue pas très bien. Bon, mais qu'est-ce qu'il veut McCourt? On parle des fois des mauvaises langues, ils disent il veut que l'immobilier autour du stade, il veut que faire comme il a fait avec son équipe de baseball aux États-Unis, il la revend à l'arrache, il l'achète à l'arrache, à Salim Arrache, je sais pas. On l'envoie à Salim Arrache, est-ce qu'il est toujours au bon maître? Bref, c'est pas grave, mais qu'est-ce qu'il veut faire McCourt? Ce serait bien d'avoir, et Hérault, qui est son envoyé, du moins son relais en termes de com, en termes de gestion et tout, qu'est-ce qu'ils veulent pour l'OM, tu vois? Et effectivement, si on avait la Champions League, qu'est-ce qui se passerait? Là, on verrait aussi de quoi serait capable McCourt, de quoi il aura envie, quoi. Est-ce qu'il remet des sous? Est-ce qu'il y croit? Est-ce que justement il faut vendre maintenant?
c'est compliqué. Hein. Guy, toi, tu vois comment les 3 matchs qui arrivent, notamment, voilà, bon, Strasbourg, on a compris, il faut la victoire, c'est voilà obligatoire. Paris, est-ce que nul ça tirait par exemple au parc? Je saute au plafond, quoi. Nul à Paris, ce sera extraordinaire. Alors, on parle du podium. Moi, en début de saison, j'aurais tablé sur une 4-5e place, vu l'effectif. Ouais. Mais on en a parlé en début d'émission quand on a fait le bilan comptable. Ouais. Autour de toi, ça n'avance pas. Donc je serais très déçu de pas pouvoir accrocher. Et surtout Lyon est vraiment en dessous. Bon, c'était un peu prévisible à force de vendre des joueurs et de pas en acheter aussi, mais là il y a un truc à jouer cette année quand même, ça que tout le monde se tient. Pour le coup, c'est et puis même gros, c'est l'OM. On est obligé de se dire on veut être dans les 3 premiers. Sinon, non mais sinon, tu vois, t'as plus d'ambition déjà que le contexte il est difficile. Si t'as plus d'ambition toi en tant que même de supporter. Voilà, c'est pas possible, quoi. Tu vois, c'est pas possible. Après, c'est encore un peu le début du championnat, le début du championnat. Mais donc, t'as Paris qui a 21 points. Derrière, t'as Nantes à 19. T'as Angers à 16. Bordeaux à 15. Lille à 15. Reims à 14. Il y a quand même un championnat qui, je sais pas si c'est déséquilibré ou quoi, c'est encore le début, mais ça fait bizarre de voir ces équipes en haut, quoi. Oui, c'est comme l'économie, t'as les très riches et maintenant les très pauvres. Et tout le monde peut battre tout le monde. Et je vois pas quand même, parce qu'on va prendre le cas de Lille l'année passée, on se disait tous, ça va s'effondrer un moment. Ouais. Mais après, quand tu regardes jouer Lille 2-3 fois, tu te dis, waouh, il y a de la qualité, ça va super vite. Alors que Nantes a gagné tout le temps à l'arrache 1-0. Nantes, ça durera pas. Comme Angers, ils le savent. Après, rappelez-vous l'année des Libop où on gagne 13 matchs à 1-0, on finit second. Ouais, 13, même plus que ça. Non, mais il y a le PSG qui est façon hors concours parce que voilà, j'ai exil fiscal, il y a l'argent planqué, il y a le shit de Nasser qui finance tout ça. Mais tant mieux pour eux, on n'a pas de haine. Donc tant mieux pour eux. Voilà, qui est hors concours, même leurs remplaçants, ça serait des vedettes chez nous. Enfin voilà, il y a pas photo. C'est ça aussi le football. C'est des grands joueurs, du fric ou des mauvais joueurs et pas de fric. Bref. Derrière, c'est que tout est possible, quoi. Et des équipes comme Lyon qui pour le coup se plantent véritablement depuis le début et franchement ça se trouve ça sent pas bon pour l'année, Rudy Garcia ou pas je pense qu'ils vont avoir du mal cette année. Il y a que Lille qui pour moi fait office de deuxième un peu légitime et normal. Pour le reste tout est ouvert pour la 3e place, beaucoup plus que les années précédentes, je trouve. Voilà, et Lille qui est pas au top, non ils ont déjà perdu 2 matchs aussi. Pas un seul point, où je crois qu'ils ont pris 1 point à l'extérieur contrairement à nous. Ils sont inconstants pour l'instant, mais quand ils vont trouver leur tu vois. Après faut voir aussi comment ils vont digérer la Ligue des Champions. C'est ça le truc, ça se passe pas bien en Ligue des Champions. Ouais, voilà, et puis après après on sait jamais par miracle s'ils finissent 3e de leur poule, ils vont encore se taper la Ligue Europa derrière, machin et tout. L'OM, il y a rien. Moi, je me méfie de Rennes. Par contre. Au niveau du rythme. Moi, c'est Rennes qui l'impression que c'est une équipe, si elle joue à son niveau, vraiment, ils peuvent faire mal. Ils font un très bon match au Vélodrome, c'est vrai. Mais grave, attends, franchement, il y a 3. Demain, Rennes, tu gagnes mi-temps, tu prends un point. Mais moi, tu me dis un point à la mi-temps, je les prends, parce qu'à la mi-temps, il doit y avoir 3-0 pour eux. Facile. Non mais c'est fou. Après c'est des équipes là comme vous venez de citer, Lille, Rennes qui ont des compétitions européennes. Nous on en a pas. Est-ce qu'on doit tout miser aussi sur la Coupe de la Ligue et le déplacement à Monaco là qui va arriver? Ah bah pour moi il faut gagner un trophée aussi. On est d'accord, ça manque. Qu'on vibre un peu. Qu'on ressorte le bus impérial comme en 2010. Non, et puis il faut savoir que c'est la dernière Coupe de la Ligue de l'histoire, donc si tu la gagnes, on pourra sortir le hashtag à jamais les derniers. C'est vrai. Voilà. Et puis tu vois bien aussi qu'une finale, mine de rien, bon, on a fait quand même une finale de Coupe d'Europe il y a 2 ans. Malheureusement, il y avait que ça, c'est problématique. Mais ça génère des choses. Bien sûr. Tu vois, ça crée chez les gens tu vois de l'enthousiasme et tout, c'est pour ça que tu joues que tu supportes le ballon, c'est juste conjoint de te dire il se passe un truc. Alors quand tu la perds ça fait chier évidemment, mais au moins il se passe un truc. Et même une finale de Coupe de France ou de Coupe de Ligue serait la dernière forcément, c'est ça. Franchement, ça vaut le coup. Après, il faut la gagner, il faut aller au bout, mais ça serait bien un trophée, évidemment. Ah bah 3e et une Coupe de France, ça serait sympa. Mais surtout c'est pas dingue, mais c'est bien. Tu joues plus de compétition européenne, donc moi je pense qu'il faut vraiment les jouer à fond ces matchs, tu vois. En plus, t'as déjà gagné contre Monaco, ça a été un gros match. Et en plus, Coupe de la Ligue, c'est quoi? 4-5 matchs, t'es en finale, c'est un truc comme ça. Là, ça commande donc 16e, 8e, c'est un truc comme ça. 4 matchs et 4 matchs gagnés, t'es en finale. Voilà. Donc moi je comprends pas je pense qu'il faut vraiment beaucoup miser sur ça. Après, je pense pas que Villas-Boas soit le genre d'entraîneur à jeter les trucs par-dessus l'épaule. Faire tourner, c'est un gagnant, donc maintenant, vu ton effectif, tu vas faire tourner. C'est-à-dire que forcément les matchs de Coupe de la Ligue, t'auras le banc de notre banc. Et là, c'est chaud. Ce match tombe très mal quand même. Entre Andoum, les Catalans et le ROF, quoi. C'est le ROF, quoi. Franchement, c'est un peu chaud. Non, il y a des jeunes. Mais c'est bien. Faisons sortir des jeunes aussi. Prouvons que le club a un centre de formation, c'est important. Même le PSG
PSG, ils font jouer des jeunes. Ouais, de plus en plus. Ouais. Franchement, ils forment des jeunes, tu vois. Donc nous aussi, donc justement, sortons-les, on peut avoir des bonnes surprises. Il joue. Perrin, il est super. Même, ouais. Franchement, Perrin, il est meilleur que Caleta de ça, mais largement. Ouais. Mais évidemment, alors mais qu'il il est joue, pas d'ailleurs. Perrin, il a pas hésité à le mettre. Liadji, il le fait rentrer en fin de match aussi, tu vois. Chabrol, il a quand même fait beaucoup jouer en match amicaux, donc je pense qu'il va un peu l'intégrer aussi. Il a pas trop le choix aussi. De l'entrejeu, voilà, il a pas le choix, mais c'est bien. On va fermer cette page-là. C'est bien que tu parles d'entraîneur, tout ça, parce que les gars, on arrive bientôt à la fin du podcast, mais on est obligé de parler dans l'actualité de ce qui s'est passé, de notre ami, vous en avez parlé tout à l'heure, notre ami, excusez-moi le mot, Rudy Garcia, qui s'en va à Lyon. On va pas faire le débat là maintenant. Je voudrais juste, voilà, 1 minute chacun me dire ce que vous pensez de ce choix, des deux, et de Lyon et de Rudy Garcia. Comment il peut aller là-bas? Johan, qu'est-ce que tu en penses, toi, Pour Lyon, c'est un choix par défaut puisque le premier c'était Mourinho qui le voulait. Ouais. Et après Laurent Blanc. Mais après Mourinho, déjà tu peux pas parce que Mourinho il va t'exploser l'enveloppe, il va t'exploser l'enveloppe de transfert. Enfin, il va pas faire du Lyon quoi, tu vois. Non, mais c'est surtout que voilà, Garcia c'était la solution de facilité, on va dire. Il arrive juste avec un seul adjoint. Alors que les autres ils en voulaient 3. Mourinho, je pense que c'est même plus que 3. À mon avis, il doit être 5 ou 6. C'est son armée mexicaine. Puis il y a son majordome, son cuistot, son prof de fitness aussi, et son désannusseur. C'est un peu un choix par défaut pour l'OL. Après, le choix de Garcia, c'est miraculeux pour lui, les gars. Enfin, il se fait virer. Mais c'est vrai. Il a pris, je sais pas combien de millions. Il se fait virer de l'OM et il se retrouve un club qui joue la Ligue des Champions, qui joue le podium en Ligue 1. Pour moi, c'est miraculeux pour lui. Après, moi, ce que j'ai pas aimé dans sa première conférence de presse, c'est que Hérault, quand même, qu'il a défendu contre Vence et Marais l'année dernière à tort, à mon point de vue. Totalement. Mais après, voilà. Il a quand même dit l'année dernière, j'étais le seul à défendre l'institution olympique de Marseille, ce qui est très culotté quand même, de cracher dans la soupe comme ça. Mais je vais dans ton sens. Moi, je pense surtout que celui qui est assuré dans l'histoire, c'est Garcia. La honte, c'est plus pour Lyon que pour l'OM en fait, parce que finalement, Garcia a constamment critiqué les Lyonnais, mais vraiment de façon virulente. Très loin. Ouais. Je sentais qu'il y avait un problème perso avec Aulas. Ouais. Et toujours le côté, ils ont acheté tous les arbitres. C'est un souci avec Lyon, à tort ou à raison, mais voilà, il le disait. Donc, tu penses que Lyon, ils prennent Rudy Garcia, c'est pas non plus dingue, je trouve. Lui, effectivement, c'est le jackpot. Il s'est fait virer de l'OM, il a pris un chèque. Bon, je pense pas qu'il était content de partir de l'OM, mais quand même, il arrive à Lyon Champions League. Franchement, c'est parfait. Donc on verra. Ce qui est bien, c'est qu'il y a OM Lyon le 11 novembre ou le 10 novembre, je crois. Ouais. Donc c'est le retour de Garcia aussi au Stade Vélodrome, c'est beau. Et c'est surtout les 120 ans de l'Olympique de Marseille. Et il y aura notamment un tifo géant dans tout le stade organisé par tous les groupes de supporters. Donc je pense que cette soirée-là, quoi qu'il arrive, va être magique, en intensité, tu vois, tu m'en parles, en pression. Et j'ai envie de te dire, Garcia, prépare ton cul. Mangui, qu'est-ce que t'en penses? C'est une image, on l'aime, Rudy, évidemment. Tu parlais du tifo, il est annoncé comme étant plus beau que celui contre le PSG en 2015. Mais j'ai entièrement confiance au groupe de supporters. Mais il communique pas dessus, c'est top secret, il communique pas, tu le rends pas. Pour bien faire le boulot. Mangui, on t'écoute. Moi, Rudy Garcia, ce que j'en pense, Johan, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Il a tout dit, J'ai vraiment pas apprécié ses déclarations, sachant que voilà, tu as un président qui t'a maintenu, qui a continué de te faire confiance et tu le pourris en conférence de presse. Après, concernant la réception de Lyon, j'ai tout de suite pensé, et je le pense toujours, qu'il va venir nous taper au Vélodrome. Même les tweetos et internautes sont du même avis. Et après, pour me rassurer, je me dis que c'est un entraîneur qui a des stats catastrophiques dans les gros matchs. Alors pourquoi ça ne se confirmerait pas au chat noir, tu fais le chat noir là, gros, arrête. Les gars, s'il gagne à Marseille, Garcia, franchement là, il nous a complètement démonté là. Le rendez-vous est pris, les gars. Il nous tue là. On débriefera le match évidemment dans un autre podcast. C'est bientôt la fin du podcast. Et qu'est-ce qu'on va faire après? On va prendre l'apéro, les gars. Non, tout à l'heure, donc Guy nous a parlé d'un fait historique autour de l'OM. C'était le match contre Manchester United. Et moi, j'ai préparé un petit jeu. Je voudrais que vous me donniez le 11 olympien contre justement Manchester United. On va faire Seb contre Johan et notre ami Guy sera l'arbitre parce que lui il le connaît tout, il connaît par cœur. Je compléterai éventuellement. Voilà. Donc les gars, je vous écoute. Est-ce qu'on fait un ping-pong ou vous voulez y aller? On va faire un ping-pong. Je commence. Allez, c'est parti. Allez, mon Seb, on t'écoute. Bon, Galas. Exactement, le buteur, ouais. Un point pour Seb. Dalmat. Ok. Issa. Attendez les gars, je note 2 secondes, ou alors si tu peux m'aider mon Guy parce que alors tu m'as dit Galas mon Seb, derrière tu m'as dit Dalmat. OK. Moi j'ai dit Pierre Issa. Parfait, OK, c'est bon, on y va. Ils y sont. 2-1 pour ça marche, vas-y. 2-1 pour Seb. Stéphane Porato.
Exactement, le gardien, le portier de l'Olympique. Bakayoko, Ibrahima. Aïe, il y est pas. Il était au match aller. Il y est, pas au retour. Aïe, c'est perdu. Allez, tant pis, il me reste que pour moi. Je t'avais dit, je vous avais dit que Courbis avait mis une compo assez défensive et dire qu'il n'y avait pas de réelle pointe. Mais ça a marché, visiblement. Ouais. Comme quoi, et d'ailleurs, c'est Galas qui plante. Il y avait incroyable. Il y avait Pérez ou pas, Sébastien? Exactement, bien joué, Jo. Allez, on va continuer pour la forme. Allez, bien sûr. Mais après, je sais plus, moi. C'est vrai, tu sais plus? Pérez, c'est Alzheimer, moi, je crois, j'ai peur. Il y en a quand même 2-3 qui, c'est des historiques. Vous avez quasiment pas Ouais, super, bien joué. Luxin? Ouais, c'est bien, les gars. Ah, Luxin, je m'en rappelais, tu vois. Après lui. Allez, encore un peu, les gars. Il en reste, le mec devant. Ravanelli? Ouais, oui, super. Et c'est vrai qu'il était là. Attends, une défense, tu avais qui à cette époque-là? Ah, c'est pas bien ce qu'il a fait au parc, je me rappelle, là. Il y a... Ce crochette. Vous avez quasiment pas cité de défenseur à part Pierre Issa, c'est me ça, semble. Ouais. Et Galas, le buteur. Oui. Un mec un peu, un défenseur de l'OM, comme on dit, il faisait pas le déplacement. Blondeau? Ouais, t'as compris, la description. Lui, il mettait Vous voyez pas sa tête, mais il a fait une tête de guerrier, là. Ensuite, à Bologne, il était très bon, Blondeau. Ouais. Ah oui, il donnait des coups de tête aux carabinieri qui étaient casqués. Mais il était chaud, extraordinaire. Il y avait pas Franck Dumas aussi, non? Plus belle bagarre de joueurs. Plus belle bagarre de joueurs. Dugarry, énorme. Il nous en reste deux. Un défenseur encore, les gars. Je crois que c'est un Argentin, si je vous dis pas de conneries. Ah, putain, Ah oui, attends. Ah oui. C'était Toto, son surnom. Ah, voilà, ouais. Et il maîtrisait parfaitement le jet à l'effet mouillé. Ah, Berizzo. Ouais, voilà, Edouard Berizzo. Qui avait succédé à Laurent Blanc. Tout à fait. Et le dernier, je peux vous le donner, vous l'avez pas? C'est Brando. Oh, putain. Quand même. Frédéric Brando. Fred Brando. Le mono sourcil. Voilà, ça, avec la chevelure. Emmanuel Chen. Ouais, c'est ça. Donc voilà, les gars, c'était notre petit grand joueur, sur le podcast. très grand ratisseur, pour le coup, un joueur pas spectaculaire. Juste les remplaçants, il y a Ivan de la Peña qui était rentré en cours de jeu. Et Loris Reina, un arrière gauche. Petit jeune à l'époque. Et Maurice qui remplace Ravanelli aussi. Et tu te rappelles du chant au stade sur De la Peña? De la Peña, mouille le maillot, amène l'apéro, olé, olé, je l'avais pas non plus. Là, c'était les noyaux ultra, vraiment, qui... C'est beau, ça, les gars. Il faisait surtout ça, amener l'apéro, parce qu'il jouait pas beaucoup, mais bon... Il était un peu bedonnant, mais très bon joueur. Le petit Bouddha. C'est sur ce joli souvenir qu'on va se quitter, les copains. Merci beaucoup, Septoine, d'avoir été là. Mec, c'est un plaisir. Pour Olympique, on ferait n'importe quoi. Exactement. Johan Tabo, merci beaucoup. Franchement, on a pris une heure, comme on dit, on a pris du plaisir. C'est passé très cool. Guy Truide, merci pour toute ta culture olympienne. Merci, j'ai rien vu passer. J'ai pas vu passer le temps, c'était formidable. Et bravo, t'as le Wi-Fi, t'as Wikipédia, t'as tout. Tu peux tout nous mettre dans la gueule en plus. C'est bon, 92, à l'entraînement à la commanderie. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça vous a plu. On a pris beaucoup de plaisir, comme je vous l'ai dit. On se retrouve très vite sur Tout Goal. À bientôt. Ciao. Et c'est fini. L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions.